Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Forme Créole. Aujourd'hui, je reçois une ancienne sportive de haut niveau, présidente du CREPS et directrice de Calistat. Erika Mérion est une sportive engagée. On va la découvrir dans Forme Créole. Bonjour Erika. Bonjour. Alors, quand je vous vois, moi je suis impressionnée. Impressionnée par votre parcours exceptionnel d'ancienne athlète de haut niveau, mais aussi de dirigeante du CREPS. Oui, effectivement. Alors, le sport, ça a été... comment je peux dire ça? C'était une évidence. Je crois que j'en avais besoin quand j'étais petite et mes parents l'ont très vite détecté et m'ont inscrite au judo, même si en parallèle, je courais déjà beaucoup avec mes cousins. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de PlayStation et de jeux électroniques, donc tout se passait en vrai, j'ai envie de dire. Et très tôt, on a beaucoup joué au basket, au foot, au tennis, enfin on nageait, on a toujours fait du sport et donc j'en ai toujours fait depuis petite. Alors pas qu'un seul sport, ancienne sportive de haut niveau, présidente du CREPS depuis 2019, directrice de l'Institut de sondage et statistique Calistat. Mais vous faites aussi du tennis, du handball, de la course, vous adorez la mer. Ouais, effectivement. En fait, j'ai pratiqué le hand en UNSS, le tennis jusqu'à... Bon, je pratique un petit peu moins. J'ai fait de la planche à voile quand je suis rentrée en Guadeloupe et ça, c'est mon amour pour la mer qui m'a amenée vers la planche à voile. À cette époque-là, toutes les, je sais pas, 2 fois par semaine, j'étais à l'eau pour naviguer. Et puis je cours. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de courir au moins 1 fois par semaine. D'accord, je pensais que c'était 4, mais ça va, 1 à 2 fois ça va. Non, parce qu'il y a le judo à côté. Les autres jours, il y a judo. Donc non, en fait, je fais du sport quasiment tous les jours. Il faut que je vienne avec vous, alors ça c'est clair. Alors c'est des journées bien remplies, vous êtes impliquée dans beaucoup d'institutions. Comment est arrivé Calistat? Alors Calistat est né d'une envie d'avoir une activité spécifique dans les statistiques. En fait, à la fin de mes études, j'ai fait un stage assez long dans une entreprise de cosmétiques parce que je le valais bien, donc ça va vous aiguiller un peu pour vous dire de laquelle il s'agit. La cosmétique est très consommatrice de sondage et de marketing. Et donc j'avais exactement pour savoir si ça plaît, comment ça plaît, à quelle cible et quelle est l'efficacité aussi des produits qui sont proposés sur le marché. Et j'ai adoré cette activité et j'ai eu envie de la pratiquer. Alors c'est vrai que sur Paris, il y avait pas mal de boîtes qui auraient pu me proposer une telle activité, mais moi je n'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi en Guadeloupe à la fin de mes études. J'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose de similaire, j'ai pas trouvé. J'ai dit s'il n'y a pas, il faut faire. Donc j'ai créé Calistat. L'idée est venue... C'était important pour vous d'être chef d'entreprise aussi? Non, initialement non. C'était important de travailler. Et on fait des études. En général, les parents financent les études et on se dit que c'est pour trouver un travail. Donc j'ai jamais eu dans mon parcours étudiant l'objectif de devenir chef d'entreprise. Ça s'est imposé à moi parce que ce que je voulais faire n'existait pas et il a donc fallu que je le crée. Dans toutes les casquettes que vous avez eues et que vous avez encore, quels ont été les moments difficiles de votre parcours? Les moments où vous vous êtes dit, ça aurait été un homme, ça aurait peut-être pas été comme ça? Alors ça, je ne sais pas si j'ai eu ce type de difficultés ou alors je ne les ai pas vues. Dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, jamais je ne me suis dit « Ah, si ça m'arrive, ça c'est parce que je suis une femme, si ça m'arrive, c'est parce que je suis noire ». Ça ne m'est pas... Ou alors, vraiment, je ne l'ai pas vu. Donc, en revanche, les difficultés, oui, il y en a. Et je pense qu'il y en a dans la vie de chaque être humain, dans la vie de chaque dirigeant d'entreprise, dans la vie de chaque sportif. Quelles ont été les vôtres? Alors, déjà, la première difficulté, c'est choisir. Parce que moi, j'aspirais à vivre du sport, à faire du sport mon métier. En même temps, j'avais plutôt de bonnes notes à l'école. Et expliquer à mes parents à l'époque que je voulais plutôt aller vers le sport que vers... de longues études vers de longues études, ça n'a pas été tout à fait simple. Et puis d'ailleurs, finalement, après, le choix s'est imposé de lui-même. Mais déjà, chaque fois qu'il y a un choix à faire dans la vie, c'est une difficulté parce qu'il faut ensuite assumer le choix. Et donc, il y a d'abord eu ce choix-là, il y a ensuite le choix des études. Et puis, une fois qu'on fait le choix de devenir chef d'entreprise, il faut l'assumer jusqu'au bout. Et chef d'entreprise,
au départ, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On n'est pas sûr de pouvoir se verser un salaire tout de suite. C'est beaucoup de sacrifices. Et ça, qu'on soit un homme ou une femme, on est confronté à ces difficultés. Qu'est-ce que ça représente pour vous le 8 mars? Quelles ont été les évolutions que vous avez constatées à votre niveau? Alors, la société change. La société change parce qu'il y a une vraie prise de conscience des inégalités de genre, par exemple. Mais si aujourd'hui, il y a encore une journée pour mettre en avant les droits des femmes, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On sera arrivé à l'égalité le jour où il y aura une journée des droits de la femme, une journée des droits de l'homme. Mais pas de l'homme au sens de la déclaration des droits de l'homme, mais du genre masculin. Et donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de combats à mener. Un combat tout simple, le combat à la maison, la répartition des tâches. C'est pas toujours facile, c'est vrai. C'est pas toujours évident. Qui fait des courses, qui va emmener les enfants à l'école. Exactement, mais même des fois, ce sont les femmes qui ne laissent pas forcément à ces messieurs suffisamment de place. À la naissance d'un enfant, par exemple, souvent, les femmes ont tendance à juger les messieurs incompétents. Et il faut simplement, il faut des fois tout simplement leur laisser la place, leur faire confiance. Et si on ne leur fait pas la place au début, il ne faut pas la réclamer quand l'enfant a 3 ans, 10 ans ou 18 ans. Quelle est la figure emblématique qui vous a inspiré, Erika Mérion? J'ai pas forcément de figure emblématique, mais je dirais que ma maman, c'est une belle figure. Une dame qui a beaucoup donné pour les autres dans son travail. Elle avait le métier d'assistante sociale et régulièrement, j'ai vu des gens en dehors de ses heures de travail venir lui demander des conseils, de l'aide. Et à côté de ça, elle a élevé ses enfants. Donc voilà, c'est une figure inspirante. Sinon, en termes de figure à forte notoriété, j'en ai pas beaucoup. Il y a juste une personne en particulier qui a attiré mon attention et dont la presse s'est fait écho de ces faits. Et c'est Simone Veil, qui a eu le droit à l'avortement, la loi Veil. Exactement, la loi Veil. Et, mais même au-delà, avant, parce que bon, c'est un parcours aussi, elle a été déportée. C'est une figure, c'est une dame qui a eu une vie pas simple, mais qui a toujours su se battre pour ses idées et ses idéaux. D'accord, donc Simone Veil. Ouais. Il y a un petit objet que vous m'avez apporté qui représente quelque chose de particulier pour vous. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si c'est un petit objet. C'est une ceinture de judo. Le judo. C'est une ceinture noire. Ouais, parce que, alors, c'est quelque chose qui représente beaucoup pour moi. Parce que quand on commence le judo, on voit souvent la ceinture noire comme le Graal à atteindre. C'est ce qu'on pense, surtout pour les néophytes. C'est ce qu'on pense, alors qu'en fait, la ceinture noire, c'est le premier dan, c'est le premier niveau quand on commence à avoir de l'expertise. Et après, il y a 12 niveaux. Donc c'est autant dire qu'il y a... c'est vraiment le... En fait, le judo commence. Les judokas vous disent que le judo commence quand on est ceinture noire. Mais quand j'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans, à une époque où on passait les ceintures, donc les grades, très lentement, ça représentait énormément pour moi. Et je sais que le jour où j'ai eu ma ceinture noire, ça a été, je ne vais pas dire l'aboutissement de mon parcours de judoka, mais ça a été quelque chose d'important pour moi. Et chaque fois que je mets ma ceinture avant de commencer un cours de judo, que je sois pratiquante ou que je transmette à des plus jeunes, c'est toujours une grande fierté de nouer sa ceinture et de faire le dernier nœud, exactement. Qu'est-ce que votre fille et votre mari pensent justement de cette ceinture noire et de ce parcours exemplaire que vous avez eu, Erika Mérion? Je ne leur ai jamais posé la question. Dans leurs yeux, qu'est-ce que vous voyez? Un petit peu de fierté et puis un peu de respect également. Mon mari me dit régulièrement, bon, si on nous attaque, tu vas devant. Petit portrait chinois, quel est le plat préféré d'Erika Mérion? Qu'est-ce qu'elle aime manger? Colombo à cabrit. Aïe, 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 Colombo à cabrit. Votre chanson du moment? Ma chanson du moment? Alors. Votre artiste préféré? Bon, moi c'est Kassav. Comme ça, c'est valeur sûre. Comme ça, c'est placé, c'est posé. Il y en a une kyrielle
Et je sais pas, mais là, si je devais en sortir une, c'est une composition de Pierre-Édouard Décimus et Patrick Saint-Éloi, Fille des étoiles. C'est juste magnifique. Exactement. Sinon, il y a quelques chansons de Jocelyne Béroir que j'adore. Caille Maman, comme tout le monde, quand c'est sorti, ça a marqué mon existence. C'était en période de Noël. Tout le monde n'a entendu que ça. Et c'est une chanson, quand elle chante ça en concert, à chaque fois, je vois toute la foule qui se soulève et je participe aussi à ce soulèvement collectif. Parfait, on voit que vous êtes une bonne vivante, Erika Mérion, en plus d'être une sportive accomplie. Erika Mérion, on arrive à la fin de cette interview. Quel est le message que vous avez envie de lancer à toutes les femmes qui nous écoutent, qui nous regardent également? J'ai envie de leur dire qu'il faut prendre confiance en elles, oser, ne pas se donner de limites au motif qu'elles sont nées femmes, qu'elles sont devenues femmes. Être femme n'est pas un handicap, au contraire. Pour moi, c'est plutôt un atout. C'est un atout en termes de sensibilité, de capacité à faire. On dit souvent que les femmes ont la possibilité, la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Et c'est peut-être pour ça qu'elles accumulent une charge mentale supérieure à celle de ces messieurs. Mais être femme, il ne faut pas que ça soit une limite. Bien au contraire. Et donc, les femmes guadeloupéennes, potes et manèves, c'est d'où nous caille. Merci beaucoup, Erika Mérion. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Merci beaucoup, Dilaï. Encore une belle femme créole que j'ai reçue aujourd'hui dans ce magnifique lieu qu'est Aura. J'aurai le plaisir prochainement de vous faire découvrir un autre portrait de femme, de forme créole.